Hmm. OK, c'est bon, c'est lancé. Donc, ça c'est sur le bon écran. Le partage est bon. Fait que, on commence. Fait que comme j'ai dit plus tôt, aujourd'hui, ça va être sur le respect de la narration dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que je disais par là? C'est en fait, je disais tout ça un disclaimer, je suis pas un designer narratif. Moi, je suis vraiment level designer puis game designer, mais j'ai appris à travers Spiral, qui est mon travail actuellement, où en fait, ben, c'est un jeu narratif, fait que tous les niveaux sont basés à partir d'un script qui avait été écrit par un écrivain. Fait que je vais pas vous apprendre des notions de designer narratif. Ça serait une autre matière entièrement. Qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment, en fait, prendre un script puis définir votre level design à partir de ce script. Fait que, on va passer par différents points, comme comment un script change le level, le design d'un niveau, les points positifs ou défis de travailler avec un script, comment faire ressentir aux joueurs ce que les personnages ressentent, et les choses auxquelles il faut faire attention quand on travaille avec la narration en level design. Fait on va commencer tout de suite. Comment le script change la façon de créer un niveau? Souvent, en fait, qu'est-ce qu'on a l'impression, c'est qu'un script, c'est souvent associé au, comment dire, au dialogue. En fait, c'est un personnage qui parle à un autre, mais en jeu vidéo, des fois, en fait, ça dépend en fait de quel type de compagnie vous travaillez, puis quel type de script vous allez avoir. Mais moi, je vais me baser vraiment sur mon expérience que j'ai eue dans Spiral, qui est une compagnie indépendante. On va trouver beaucoup plus que seulement les dialogues à l'intérieur du script. Déjà, dans la base, on va trouver des lieux, des personnages, des émotions et aussi des objectifs. Fait que, comparé un peu similaire à quand je vous donnais un devis qui disait, ben l'objectif, admettons, du niveau pour la chasse, c'est d'explorer dans la forêt et de récupérer une tête de cerf et après avoir récupéré la tête du cerf, de s'échapper de la forêt. Ben, le script va vous donner tout plein d'objectifs que votre personnage va accomplir au fur et à mesure. Mais aussi, des fois, les scripts peuvent donner des exemples de mécaniques de gameplay. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans Spiral parce que Spiral, c'est un jeu dans lequel on va. Chaque scène, en fait, a ses propres petites mécaniques de gameplay à l'intérieur. Et parfois, l'auteur ben, se laisse inspirer par qu'est-ce qu'il a vu du jeu ou qu'est-ce qu'il pense qui pourrait être le fun à l'intérieur du jeu pour créer des mécaniques de gameplay. Fait que tous ces éléments-là vous donnent une base qui rajoute des restrictions à l'intérieur de votre travail. Fait que qu'est-ce que ça change concrètement? Ben, en point négatif, le truc qui est sûr, c'est que ça vous enlève un peu de liberté créative. Quand vous allez travailler, vous allez devoir vous baser sur le script, puis comme je disais, le script donne déjà des lieux, des personnages, des objectifs et parfois des mécaniques. Fait que dans ce temps-là, vous allez devoir trouver une manière d'intégrer ça. Aussi, dans le script, souvent, vous avez quand même une bonne liberté, mais si le script vous dit, par exemple, ben, il passe à côté d'une statue, il se met à parler de ça, ben, vous n'aurez pas vraiment le choix d'avoir un moment, à ce moment-là, dans le niveau où le personnage va passer à côté d'une statue. Ce qui vous force à changer qu'est-ce que vous prévoyez dans le level design. Mais ça en rajoute, ça, je trouve que c'est vraiment très léger comme point négatif par rapport à tout le point positif que ça peut rajouter à côté. Déjà, ça vous ajoute une direction. Déjà, ça a peut-être dû vous arriver, mais mes devis étaient quand même jusqu'à maintenant très larges. Par exemple, vous êtes dans une forêt, trouvez une tête de cerf en échappant au Wendigo. Ça vous laisse énormément de possibilités, et que ça peut causer un syndrome un peu de la page blanche au début. On ne sait pas par où s'en aller exactement, puis on ne sait pas c'est quoi la meilleure direction à suivre. Ça, en fait, ça va être un peu réduit par le script parce que vous avez déjà une base de lieux, de personnages et d'actions qui doivent se dérouler au fur et à mesure de votre niveau. Fait que justement, ça stimule la créativité, ça évite le syndrome de la page blanche et aussi, surtout, c'est moins risqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le script, dans le sens qui a été fait, a déjà été accepté par la direction, on peut dire, par les directeurs. Avant que quelqu'un te donne un script, tu as déjà la base du script qui a été révisé, puis comme de quoi ils aiment les dialogues puis l'action qui se passe à l'intérieur de ce script-là. Fait que si vous faites un niveau qui suit les éléments d'un script, ben il y a moins de risques qu'on vous dise ben votre niveau fonctionne pas.
parce que ça a déjà été révisé, puis normalement, ben, l'action principale qui est censée être passée dans votre niveau a déjà été décidée. Puis au niveau des défis, ben ça vous ajoute des défis que vous n'auriez pas donné vous-même. Ça, c'est quelque chose qui m'a permis de beaucoup m'améliorer personnellement à travers Spiral, mais le fait qu'on te demande certaines mécaniques de gameplay parfois, ou qu'on te demande de faire certaines rencontres, certains lieux, ou de faire fitter certains dialogues dans un espace de temps, ben, ça donne des défis qui vous forcent à parfois repenser votre manière de faire le level design. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu un bout de présentation que j'avais faite la session passée, il me semble, où j'avais été à Bois de Boulogne pour parler de mon travail chez Spiral, chez North Squadron et un peu les projets que j'avais fait à Bois de Boulogne avant, pour ceux qui sont actuellement dans le programme. Fait que j'ai récupéré des bouts qui parlaient de Spiral, puis en fait de la conception d'un de mes niveaux par rapport au script. Fait qu'on va resuivre certains éléments de cette présentation-là. Fait que vous aurez un petit extrait de tout ça. J'ai pas pu retrouver une vidéo de la présentation, malheureusement. Fait que je vais essayer de vous la refaire en ayant reconstitué les bases. Je vais juste vous montrer un peu pour vous mettre en contexte. Il me semble que je l'ai ici un peu. C'est quoi Spiral? Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais je sais pas si chacun d'entre vous a déjà vu ça ressemble à quoi. Je sais que Dan l'a vu. Mais je vais quand même vous montrer un petit bout du trailer ici. Ça, je pense que si je fais ça, je vais faire. I remember everything. The colors, the sounds, oh, the words. They are what tell me I'm still me. The math monster? Is this supposed to be me? I need some help building something. Come on over. I don't know what you would do without me. Me neither. Oh, I just need more time. Oubliez pas, ça sort en septembre. Oubliez pas de wishlister, c'est important. Fait que, comme vous voyez, c'est un spiral moyen que ça fonctionne. Généralement, c'est que euh, c'est un jeu de plusieurs scènes, en fait, plusieurs niveaux, dans lequel on va revivre la vie de Bernard, le personnage principal, qui vit de la dégénérescence cognitive. Fait qu'à l'intérieur de tout ça, en fait, ben, c'est tous des éléments que je vais m'inspirer pour faire le niveau, en fait, qui était le premier niveau que j'ai fait pendant mon stage là-bas, pour vous présenter un peu c'était quoi mon processus de travail à travers ça, puis de la scène qu'on m'a donnée. Fait que j'avais actually déjà copié-collé les slides là, fait qu'on va continuer ici. Fait que la scène que je vais vous présenter, c'est une des rares scènes en fait que j'ai le droit de vous présenter pour l'instant parce qu'elle a déjà été beaucoup montrée à travers différents playtests puis différentes bandes annonces. Parce que même si, vu que le jeu n'est pas encore sorti, malheureusement, j'aurais plein d'exemples que j'aimerais vous montrer, mais je suis encore sous NDA. Fait qu'il y a des choses que je peux pas vous montrer, malheureusement. Mais celle que je vais montrer ici, c'est la scène 6 du jeu de Flying Kite. Fait que le jeu, comme j'avais parlé, c'est plein de scènes puis de mécaniques différentes. Puis, ben, comme on part dans un jeu, on l'a appris en design, mais souvent on prend des piliers d'assimilation quand on fait un jeu. Spiral, lui, il a pris des piliers d'assimilation, oui, pour son gameplay principal, mais aussi pour ses mécaniques secondaires qu'on retrouve dans certains niveaux. Puis une mécanique secondaire, en fait, de la scène 6 qu'on retrouve dans plusieurs autres scènes du jeu, c'est en fait le cerf-volant. Dans cette scène-là, au lieu de contrôler Bernard directement, on va contrôler un cerf-volant qui est contrôlé par Bernard. Fait que ça va nous permettre de voyager à travers différents endroits d'un parc pendant en fait qu'il passe du temps avec une amie chère à lui, Emily. Puis en fait, ces niveaux-là servent à représenter l'évolution de leur amitié à travers le temps, concrètement. Fait que
Au début, moi, qu'est-ce que j'ai? C'est que tout ce que j'ai, c'est le script pour commencer le jeu. Fait qu'il faut que je me base là-dessus pour définir, en fait, cette scène-là, mais aussi définir c'est quoi la base de cette mécanique du cerf-volant qui va revenir plusieurs fois à travers le jeu. Fait que c'est important que j'aie une bonne base dans le style du level design parce que c'est cette base-là qui va être répétée dans 3-4 niveaux par la suite. Fait que la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé faire une première lecture du script. Quand je fais la lecture d'un script, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais lire les différents scripts, puis je vais analyser tous les trucs importants qu'on trouve à l'intérieur, comme les moments où il y a des interactions importantes, c'est quoi les différents passages qui sont représentatifs émotionnellement pour les personnages, c'est quoi l'objectif du niveau. Là, ici, la mécanique principale, en dehors du cerf-volant, c'était les souvenirs. Au fur et à mesure qu'ils discutent, Emily, elle, est en train de dessiner pendant qu'elle parle avec Bernard. Et en fait, dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va récupérer des souvenirs, en fait, qui vont permettre de compléter le dessin d'Emily comme le Bernard s'en souvient, en fait, à travers le niveau. Fait que ça va créer, en fait, un chemin pour le joueur. Je savais aussi que mon défi principal, ça allait être le timing, parce que les joueurs vont se diriger à travers le cerf-volant avec la narration qui doit être constamment derrière. Puis je dois faire en sorte que la narration soit pas coupée si le joueur va trop vite, ni qu'il n'y ait pas des gros temps sans aucun dialogue si le joueur prend beaucoup son temps avec le cerf-volant. Aussi, comme j'ai dit plus tôt, les spirales prend beaucoup de piliers d'assimilation différents et un pilier d'assimilation principal de cette scène était le jeu Flower que je conseille, surtout pour le level design et la narration par l'environnement pour ceux qui n'ont jamais joué. Il coûte genre 7$, même quand il n'est pas en rabais, il me semble. Puis c'est un petit jeu court de 4 ou 5 niveaux, mais qui est très bien polish, puis qui est vraiment bien... il est bien foutu concrètement. Level design, c'est bien. Il n'y a aucun dialogue dans le jeu. Tout est par la musique et l'environnement, puis ça aide quand même à nous passer un message, puis à nous faire ressentir des choses. Fait que je vous le conseille si vous n'y avez jamais joué. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une comparaison entre Flower, en fait, qui était le pilier d'assimilation, et Spiral, qui avait son script à lui que je devais suivre. Fait que les différents trucs principaux que j'avais, c'est que Flower, ben, c'est une narration uniquement environnementale. Alors que Spiral, la narration est très importante. C'est-à-dire, c'est un jeu narratif, c'est central. Puis on a les dialogues des personnages. Les personnages se parlent tout le long. Fait qu'il y a pas de moment, en fait, d'absence où on est juste avec la musique ou autre. On a vraiment les personnages qui se parlent tout le long. Puis il faut s'assurer qu'il y ait un bon suivi des dialogues constamment. Sinon, en termes de gameplay, ben, il y avait du contrôle. C'est un contrôle d'un pétale contre le contrôle d'un cerf-volant. Fait qu'il y a des choses qui changent en termes de gameplay. Puis Flower, ben, il y avait une semi-liberté d'exploration dans un monde semi-ouvert comme. Puis ben, pour Spiral, j'avais aucune contrainte précise, en dehors que ça devait se passer dans un parc. Fait que ça me laissait quand même beaucoup de liberté sur la marque d'action à suivre. Puis c'est ça aussi qui m'a fait en sorte que j'ai passé beaucoup de temps dans la partie blocking du niveau, essayer de trouver c'est quoi la meilleure solution, en fait, pour faire fitter bien le script. Fait que là, je suis dans une situation où j'ai un pied d'assignation qui a quand même quelques différences importantes avec le projet de jeu qu'on a actuellement. Par exemple, le fait que j'ai des lignes de dialogue à passer comparé à de la narration uniquement environnementale, puis que j'ai aucune contrainte précise. Fait qu'au début, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est que j'ai voulu aller chercher la semi-liberté d'exploration pour fitter, en fait, avec notre pilier d'assimilation. Le plus dur au début, ça a été de trouver différents concepts. Fait que là, quand je suis arrivé sur la scène, moi, il y avait déjà quelqu'un qui avait fait un stagiaire avant moi, avait déjà fait un essai sur la scène pour créer un genre de parc semi-ouvert dans lequel on pouvait se promener pour aller chercher, en fait, les différents souvenirs qui se trouvaient à l'intérieur. C'est en fait, qu'est-ce qui était pratique avec ça, le fait que quelqu'un était déjà passé avant moi, c'est que ça m'a permis tout de suite de voir que le mode de liberté, de semi-exploration semi-ouvert, ça allait pas fonctionner pour nous. Parce que la narration de Spiral était trop importante. Puis puisque c'est une narration qui est suivie,
je suis obligé de donner un parcours aux joueurs à suivre, puis pour que la narration fonctionne à travers le niveau. Fait que j'ai dû abandonner le concept de semi-ouvert pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus linéaire à l'intérieur de notre niveau. C'est une séparation qui était pas vraiment appréciable parce que quand tu es un cerf-volant en l'air, tu as le goût de pouvoir voler librement à travers plein de différents paysages. Mais d'un autre côté, Spiral est un jeu narratif. Puis c'est là que la première grosse séparation entre gameplay et narration. J'ai le goût d'être un cerf-volant qui vole librement en l'air, mais je suis obligé d'avoir un chemin suivi pour pouvoir que la narration fonctionne. Fait que comment est-ce qu'on trouve une manière de lier ces deux-là ensemble? Ben, c'est d'essayer de trouver un chemin naturel que le joueur va suivre, qui va lui donner une semi-liberté quand il va explorer les endroits que tu veux lui donner, mais qui va quand même le contraindre sur un chemin suivi. C'est pas très clair dit de même, mais je vais y revenir plus tard puis vous devrez plus comprendre. Fait que là, ben, moi, il fallait que là, j'avais ça, puis là, je testais, puis je m'amusais pas trop. C'était un parc qui était très simple. Fait que là, ben, je savais qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose de plus pour attirer le joueur. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé m'inspirer de différents parcs, des parcs à thème, en fait, tu sais, c'est des parcs avec plus des sculptures, jardins botaniques, etc. Puis ça allait donner les structures qui allaient être plus intéressantes pour mon cerf-volant de voler pour pouvoir passer par-dessus des choses ou en dessous de différentes structures et donner un parcours plus simple que juste se promener en l'air. Je veux dire, plus complexe que juste se promener en l'air. Sinon, aussi, finalement, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai décidé de partir sur un concept d'île volante. Comme j'avais parlé plus tôt, Spiral se base sur la dégénérescence cognitive de Bernard. Et chaque scène est un souvenir que Bernard vit. Et j'ai essayé, en réfléchissant sur les parcs, j'ai réalisé que ben moi, même si j'avais des bons souvenirs, par exemple, quand je suis allé voir les lanternes chinoises qu'il y a au jardin botanique de Montréal, de même, je me souviens de moments précis que j'avais appréciés de ma visite, mais je me souvenais pas de tout le jardin botanique. Et ça doit être la même chose pour Bernard à travers son souvenir. Fait que, plutôt que de refaire un parc entier, ben, on va faire des îles volantes qui vont être des sections de parcs qui vont contenir des éléments intéressants aux joueurs à explorer. Et le joueur va pouvoir passer d'île en île et chacune de ces îles-là va contenir une fraction de la narration que le joueur va découvrir. Fait que ça évite tous les moments de déplacement sans narration entre les différentes structures. Parce que si tout est bien suivi, ben, on va arriver à un chemin que le joueur va pouvoir suivre qui va lui donner l'impression qu'il se déplace librement dans l'environnement, d'île en île, mais qui est en fait très suivi pour lui. Fait qu'une fois que j'avais mon concept d'île volante en tête, ben là, il fallait que je commence à faire du blocking pour trouver le style des îles qu'on allait rencontrer. Fait que dans cette phase-là, c'est un peu, j'appelle ça le pré-blocking, c'est un peu comme le design papier, concrètement, où je gribouille une île puis un chemin qui a l'air intéressant. Et après ça, je le fais en blocking très grossier. Et après ça, je joue dans l'île pour voir est-ce que c'est le fun. Fait qu'à force de faire ça, ben, j'ai pu tester des dizaines d'îles différentes pour finalement trouver le style qui était le plus intéressant pour fitter à la fois avec la narration et avec le gameplay. Parce que un des trucs que j'avais, c'est qu'à mettons, ici, j'avais voulu faire une île avec plusieurs passages différents qui représentaient comme des morceaux d'une seule île collés ensemble avec des ruisseaux et différents chemins. Mais comparé à un pétale dans Flower, un cerf-volant, c'est beaucoup plus, comment dire, il faut le déplacer de manière beaucoup plus réaliste. Fait que ça fait en sorte que je devais quand même faire des chemins plus larges que ça. Et ça, c'était trop serré et pas agréable. Fait que quand j'ai fait ce blocking-là, je me suis rendu compte que si j'ai des îles qui ont des tournants trop abrupts, ça allait pas être agréable pour le joueur. Après ça, ben, j'avais fait une île qui était censée être une montagne avec plein de mines et de cavernes à l'intérieur dans lesquelles le joueur pouvait passer. Sauf que sur le papier, c'était le fun comme île parce que ça offrait beaucoup de liberté d'exploration dans ce petit labyrinthe-là aux joueurs. Mais en réalité, c'était pas vraiment le fun parce que l'île manquait de suivi
Et j'ai réalisé une autre contrainte que j'avais, c'était que le cerf-volant, c'était pas très agréable de le déplacer en intérieur sur des zones restreintes pendant trop longtemps. Comme par exemple dans les trous de caverne qu'on voit ici et ici. Fait que là, ça m'a fait réaliser une autre chose. Et finalement, ben, j'ai fini par faire des tests et j'ai fini par inventer une sorte de serre comme ça, qui était comme une serre en construction. Puis j'ai réalisé que ça, ben, c'était comme un sweet spot agréable. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'intérieur et de l'extérieur. On pouvait passer à travers des objets, mais quand le joueur passait, par exemple, à travers cet anneau-là, ben, c'était très court. Puis ça pouvait donner un élément narratif intéressant à raconter. Fait que tous ces éléments-là, ben ça, à force de faire des tests, ben ça m'a donné plusieurs îles que j'ai ensuite pu mettre bout à bout et faire fitter avec la narration pour donner en fait le premier exemple de blocking du jeu. Fait que ça, c'était la première version entre guillemets finale du blocking de la scène 6 que j'ai pris en photo en globalité. Fait que chacune de ces îles-là, en fait, comporte une section de narration qui a été mise bout à bout pour réussir, en fait, à essayer de représenter le script à travers le tout. Fait qu'à un moment donné, ben, dans le script, on parle de la forêt, fait que j'ai fait une île qui se passait dans la forêt. Après ça, pour l'île volante finale, ben, je voulais quelque chose qui soit vraiment représentatif de la fin du parc. Fait que j'ai mis des barrières qui mènent à de l'eau qui pourrait être une mer qu'on voit au loin, etc. Fait que dans cette section-là, ben, c'est là que j'ai commencé le blocking et plus la programmation. Fait que là, à vraiment rajouter la narration à l'intérieur puis mettre ça bout à bout pour avoir un chemin qui se suit concrètement. Fait que là, j'avais le blocking complet, j'avais mis la narration puis j'avais réussi à séparer la narration en différents morceaux. Fait que après ça, quand j'avais ça, ben, ma partie à moi était terminée. Puis j'ai pu passer ça au level art. Puis là, le level art a pu intégrer ma vision en fait du niveau puis lui donner vie en fait pour que ça passe d'une affaire moche de même à quelque chose de magnifique comme ça. Et c'est là que quand je vous parlais en level design que pouviez avoir un impact sur le level art, c'était comme ça que j'en parlais. Comme si vous voyez ici, dans le script, il n'y a aucun moment où ça parlait d'une rivière avec de l'eau. Je me suis juste dit que ça pourrait être vraiment cool d'avoir des sections d'îles volantes, en fait, où il pourrait avoir de l'eau, puis on pourrait avoir l'eau qui s'écoule, puis qui tombe en chute par après. Et cette vision-là que j'avais a été faite par la suite en level art, comme vous pouvez voir dans les petites zones ici. Fait que c'était comme ça que, c'est vraiment comme ça que quand je vous donnais les exemples, que oui, vous avez, même si vous ne faites pas directement le level art, vous pouvez avoir un impact sur le level art par la suite avec votre level design. Ça dépend du niveau de détail que vous mettez dans votre level design et à quel point les idées que vous donnez en design matchent avec c'est quoi l'objectif en or dans la scène. L'objectif principal, c'était de donner des beaux paysages aux joueurs à regarder pendant qu'ils se promènent et aussi que ces paysages-là renforcent la narration qu'on retrouve. Fait à partir du moment que votre level design fit avec qu'est-ce que la scène veut représenter, ben, ça vous permet de créer vraiment des zones de art qui vont être refaits au propre en level art, puis vraiment avoir votre vision à l'intérieur. Par la suite, ben, il y a eu, puisque c'est la première scène que j'ai eue, ben, j'ai eu beaucoup de playtests qui sont passés à travers et ça m'a permis de faire plusieurs améliorations différentes pour finalement changer le parcours. Là, le problème principal que j'avais vu, je vous avais parlé du fait que le timing était vraiment important dans ma scène. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important dans tous les jeux qui ont de la narration, mais on veut pas de gros espaces où on n'entend rien, ou bien au contraire, des moments de narration qui sont qui se font couper concrètement. T'sais, on veut pas que le personnage soit en train de dire une phrase, puis que tout de suite après, ben, il y a quelqu'un d'autre qui se met à parler par-dessus parce que vous avez mal calculé le temps de la narration que vous aviez. Fait que là, moi, c'est ça qui s'est passé. En fait, quand j'avais fait la première version du blocking, en fait, c'est vrai, on voit l'image ici, j'avais pas les voice lines des acteurs. En fait, on n'avait pas de son, j'avais seulement le texte qui passait et qu'est-ce que j'avais fait, c'est que je m'étais enregistré en lisant le dialogue pour avoir à peu près
c'est quoi la longueur des différentes sections qu'on allait avoir besoin. Fait que je savais qu'admettons, cette section-là, ben, il fallait qu'elle prenne 30 secondes. Celle-là ici, il fallait qu'elle prenne, admettons, 50 secondes à passer. Un autre 30 secondes là, 25 ici, etc., etc. Puis, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a été une bonne base. En fait, je me suis comme créé mon propre outil, ma propre nouvelle restriction pour m'aider à me guider dans mon level design. Mais par la suite, quand les acteurs sont rentrés, j'ai réalisé que j'avais, peut-être que c'est fait que le texte était en anglais, puis moi, ben l'anglais, c'est juste ma seconde langue. Mais j'avais beaucoup de moments où j'étais beaucoup plus lent que les acteurs quand ils parlaient. Fait que ça fait en sorte que je me suis retrouvé avec le contraire de quand les timings sont coupés. Je me suis retrouvé à des îles où il y avait des longs moments où il n'y avait pas de dialogue. Par exemple, dans l'île 2 et l'île 3 qu'on voit ici, le joueur, ben, il se rendait à peu près jusqu'à la moitié de la fontaine, admettons, qu'on voit là. Puis après ça, il n'y avait plus de dialogue. Puis il finissait le parcours. Après ça, ben, ça ici, ben, il y avait du dialogue pendant à peu près 10 secondes. Après ça, ben, il y avait un 20 secondes où il se passait rien. Et après ça, on passait à la suite. Puis aussi, ben, j'avais eu différentes corrections au niveau du level design, comme de quoi ce passage-là, ici, était trop serré. Je vous avais parlé que pendant mes phases de pré-blocking des îles, je m'étais rendu compte que les tournants qui étaient trop serrés, c'était vraiment pas intéressant à faire avec le cerf-volant. Ben, ici, en fait, ça s'est révélé vrai parce que quand j'ai voulu le faire, ici, j'y pensais que j'avais fait le tournant assez large, mais presque tous les playtesters, quand ils arrivaient ici, ils se perdaient et ils savaient pas où est-ce qu'ils étaient censés se rendre. Alors qu'il fallait qu'ils fassent un genre de U-turn ici pour revenir sur l'île. Comme ça. Fait que là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai profité du fait qu'il fallait que je change tout ça pour fitter avec le nouveau dialogue et j'ai fusionné des îles ensemble. L'île qui est ici a été complètement retirée. De toute façon, c'est celle que j'aimais le moins. Et l'île 2 et 3 ont été fusionnées ensemble et leurs lignes de dialogue ont été fusionnées ensemble aussi. Fait que là, par exemple, ben là, maintenant, comme vous voyez, on a un nouveau pacte pour le chemin où le joueur arrive par là. Il arrive, il fait la grande boucle ici en se rendant dans le jardin. Après ça, il continue par là, comme ça, passe dans la serre, arrive, puis arrive à la fin du niveau. Fait que concrètement, tout ça, ça m'a donné le résultat final que j'ai actuellement. J'ai marqué pour l'instant, mais là, on est à la fin de la production, fait que ça va vraiment être ça le résultat final du niveau. Puis c'est ça que je vous parlais comme de quoi la narration a énormément impacté la production de mon niveau. Parce que je suis passé par plusieurs systèmes différents. Et si jamais j'avais pas eu la narration, ben peut-être que j'aurais vraiment copié notre pilier d'assimilation qui était Flower pour avoir des zones plus ouvertes. Je peux vous montrer une image de Flower, ça ressemble à quoi? Euh, Comme ça. Flower, on est vraiment un pétale qui se promène dans des grandes zones ouvertes. On se promène au sol, dans le gazon, etc. Comme vous voyez ici. Puis, ben, si j'avais pas eu le script, ben, je me serais sûrement inspiré de ça pour jouer au jeu. En fait, pas pour jouer au jeu, mais j'aurais sûrement inspiré ça pour faire mon level design. Alors que la narration a vraiment énormément impacté mon niveau pour plutôt nous transformer en quelque chose de beaucoup plus unique dans la manière qui fonctionne. Fait que c'est pour ça que je vous parlais que oui, ça vous ajoute énormément de restrictions d'avoir un script, mais aussi ça dirige votre level design et ça vous donne des défis que vous n'auriez pas eu autrement si vous avez travaillé juste avec une page blanche à pouvoir faire tout ce que vous vouliez. Là, je vais vous présenter deux choses qu'il faut faire attention quand on joue en fait à un jeu. Je me mets dans mes mots. Deux choses qu'il faut faire attention quand on fait justement un jeu avec de la narration. Le premier, c'est le timing, dont j'ai déjà parlé un petit peu, puis la deuxième, c'est la dissonance. Puis c'est pas mal plus complexe à faire, puis on va y revenir tout à l'heure. Le timing, j'ai décidé de prendre par exemple Rutherford Manor qu'on avait fait en Game Jam avec l'équipe ici, où on avait fait un jeu qui était un walking simulator d'horreur, où on avait vraiment pas bien réussi en fait le timing de notre narration à l'intérieur du jeu.
Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce qui se passe, j'avais téléchargé, il me semble, la démo, ici. C'est vrai que pendant qu'on fait ça, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à la matière qu'on a vue juste avant? Moi, je me demandais combien de playtests tu as fait pour ton niveau dans Spiral. Euh, Attends, si je me souviens bien, le niveau, je suis rentré en stage là-bas il y a à peu près 2 ans. Fait qu'on a eu... euh, moi, j'ai assisté à seulement 2 des playtests, mais on a eu à peu près, je pense qu'on a eu 3-4 playtests qui ont été faits sur cette scène-là. Puis, mettons, combien de temps ça t'a pris, tu sais, à partir du moment où tu as repris To my le niveau, channel. ça t'a pris combien de temps? As you can see, Excuse, j'ai réalisé qu'on avait un bug sur World of Fort Manor, c'est juste que je suis coincé dans le jeu actuellement, je vais juste le fermer puis je revenir à ta question. Ok, fait que, ce que tu disais? Je voulais juste savoir si ça t'avait pris combien de temps à partir du moment où tu as repris le niveau pour arriver un peu à la version finale. Ok, fait que ce niveau-là, à partir de quand j'ai commencé avec ça ici, c'était mon premier niveau. C'est lui, en fait, qui m'a pris le plus de temps. Je pense qu'il m'a pris à peu près 2 mois et demi. Ok, quand même. Ça a été juste ça, ça a été la version pour arriver à cette version-là qu'on a ici. Mhm. Fait que ça a été, je pense que j'ai passé au moins un bon mois en phase de blocking et pré-blocking. Fait que pour les différents tests. Et après ça, ça a été un autre moment de narration. Parce qu'en fait, là, je vous ai tout raconté les affaires, mais des fois, c'est beaucoup de choses qui vont prendre beaucoup de temps à réaliser avec le temps. Par exemple, tu sais, au début, je faisais des îles. Tu sais, c'était comme mes débuts en level design. Fait que je faisais différentes îles, puis je faisais juste ça le fun, mais j'avais pas des notions comme je vous ai appris, comme le Golden Path, les affaires de même. Puis c'est mon maître de stage, qui est mon boss maintenant, qui m'a appris toutes ces notions-là en level design que j'ai pu appliquer dans mes autres niveaux par la suite. Mais celui-là, quand j'ai commencé, ça m'a pris 2 mois et demi. Puis après ça, quand je suis passé à la version d'après, là, quand j'ai corrigé ça pour l'amener à là, ça m'a pris à peu près une quinzaine d'heures pour faire ça. Tu sais, ça montre comment on s'améliore avec le temps, là. Puis c'est aussi que ça, c'était juste des corrections là, à faire, puis un peu de refaire de blocking. Mais ouais, c'est à peu près ça. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Okay. Si jamais on a du temps à la fin, je pourrais faire un peu de questions-réponses sur ma job actuellement à Spiral, s'il y en a. Fait que si jamais il y en a qui vous avez des questions sur ma job actuellement ou autre, ou sur la narration en niveau des fois que de la matière que je porterai pas pendant le cours ou j'aurais oublié, notez vos questions, puis à la fin, on pourra y revenir. Fait que, ouais, c'est ça. Revenons quand même. Là, ce que j'ai manqué, c'est que je vais changer 2-3 affaires parce que ça va apparaître sur l'autre écran, en fait. Fait qu'on va arrêter le stream, comme ça. Je vais bouger juste ici, comme ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe en même temps, fait que ça devrait quand même aider. Je pense que je vais vraiment être dû pour changer mon ordi parce que il n'est pas censé laguer autant que ça, ce petit jeu-là. Okay. Donc, on va revoir la cinématique du début, c'est pas très long. hi everyone, it's me, Creepy LC, and welcome back to my channel. As you can see, I'm inside the abandoned manor of the Rutherford family, a prosperous family who owned most of the town back in the 18th century. The family apparently decided to buy sacred land in order to build this very mansion. The story goes along the lines that once you enter the Rutherford Manor, you never come back. A bunch of bullshit to scare people off, if you ask me. Ok. Fait que, oh, c'est horrible. En tout cas, on va pas se faire. Okay.
Interesting choice of artwork, I guess. Fait que là, je vais vous présenter le problème principal qu'on a là, puis un problème qu'il faut vraiment éviter d'avoir, surtout dans un jeu qui sort. Je vais vous montrer. Jeez, talk about timing. Did you see that? Get all- I hope well, I you captured it. Still can. Is that written in blood? Ce qu'on vient d'avoir en ce moment, c'est un bug, pas un bug, mais en fait un truc très basique qui arrive quand on fait pas trop attention au timing. C'est que quand le level design de cette section-là a été fait, la narration avait pas été encore écrite. La narration a été rajoutée par après. Normalement, quand on fait un niveau de jeu, on a deux choix différents. Soit on fait un niveau et après ça, la narration est faite par rapport au niveau qu'on a. Sinon, on fait la narration et la narration, en fait, le niveau est fait par rapport à la narration. Ça peut toujours être un des deux qui est fait en premier. Moi, en Spiral, le script avait déjà été décrit d'avance, fait que mes niveaux ont été faits par rapport à la narration. Mais ça peut arriver des fois que vous allez travailler sur un projet. Ça arrive même très souvent, surtout pour nous, en ce moment, vu qu'on est à l'école, la narration, c'est souvent pas le dernier de nos soucis, mais ça arrive plus tard, en fait, que le script est fini parce qu'il faut travailler d'autres choses en même temps. Puis normalement, en fait, si on avait eu du temps, notre level design aurait dû être retravaillé par rapport à la narration. La narration aurait dû être coupée pour pouvoir faire fonctionner le niveau. Mais là, ce que c'est fait, c'est que la narration a été faite, puis on l'a rapidement implémenté vu qu'on était en Game Jam. Puis qu'est-ce que ça a fait? C'est que là, en ce moment, si je m'arrête pas à chacune des boîtes de narration pour écouter qu'est-ce qu'il dit, ben la narration, elle va couper. Parce que je vais entrer dans une autre boîte de dialogue. C'est similaire à ce que je racontais par rapport à mes îles. Il fallait pas que le joueur soit trop rapide et puisse passer d'une île à l'autre puis couper la narration au milieu. Parce que ça enlevait tout le... ça fait vraiment, en fait, pas que... En fait, c'est juste déplaisant pour le joueur parce qu'il a le goût d'avancer dans le jeu, mais il sait jamais à quel moment il va se faire couper la narration d'en face, en fait. Fait que ça évite ça ralentit un peu comment on avance. Puis des fois, vous allez vous retrouver avec des testeurs. Le même testeur qu'on a eu, en fait, qui a testé notre Game Jam, c'est que nous, on avait différents évaluateurs qui venaient essayer le Game Jam. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a avancé tout droit jusqu'à la fin du niveau sans se soucier de rien. Fait qu'elle a manqué toute l'histoire du jeu. Puis elle a passé à travers toutes les zones de dialogue. Fait qu'il faut pas que vous oubliez que chaque joueur joue à sa propre façon le jeu. Et si vous passez à travers puis vous prévoyez pas le fait qu'il y a des joueurs qui vont s'en foutre de votre histoire, ben ça se peut que vous vous retrouvez avec des personnes qui pètent complètement la narration de votre jeu. Fait qu'on va continuer à avancer tant qu'à faire. Ça. Ah, Screamer de le petit renard. Dans le jeu, en fait, je vais vous en parler un peu en même temps, mais on avait fait un système qui était similaire. Wasn't this blocked before? En fait, on a voulu ici I'm back here? représenter la narration, en fait, pour le joueur. J'entends qu'elle arrête de parler. Merci, Rachel. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est comme vous voyez, en fait, on essaie de faire ressentir au joueur la même chose un peu que le personnage ressent à l'intérieur du gameplay. Comme là, par exemple, le joueur, il peut ressentir une confusion similaire au personnage. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé, si vous vous souvenez, c'est qu'au début du jeu, je suis arrivé, j'ai monté l'escalier. Fait que là, à un moment, je devrais être au premier étage. Puis là, j'ai fait un tour ici, puis là, quand je reviens, je suis à nouveau au rez-de-chaussée, devant l'escalier. Fait que là, en level design, c'est quelque chose qu'on a essayé de représenter pour que à travers la narration, le personnage ressente la même confusion que le joueur ressent à ce moment-là quand il explore le niveau du jeu. Donc, je vais revenir à ça un peu plus précisément plus tard, là. C'est juste parce que je voulais vous le mentionner vu qu'on est là-dedans en ce moment. You guys, I have a really bad feeling about this house. I'm not kidding. Sir,
Are you okay? Là, ici, c'est un autre exemple. On avait prévu une interaction avec un personnage qu'on regarde, et comme vous voyez, la narration, en fait, puis l'interaction qui est censée faire peur, n'était pas super bien intégrée. Parce que, qu'est-ce que ça fait, là, c'est que je suis pas obligé de regarder le personnage, puis je peux pas le remarquer, puis juste continuer tout droit, et complètement manquer l'interaction, comme qui est censé se passer ici. Parce que vous avez pas dû bien la voir, parce que je suis juste passé à côté. What the hell? Oh god. Oh my god, you guys. I'm gonna be sick. Guys, this house is truly cursed. Fuck this. I'm out of here. Ah, God, je joue un PowerPoint actuellement. Disons ce que je connais le chemin par cœur. Je suis où? Ok, je suis. Bon. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer là-dedans. Fait qu'on va arrêter ce supplice de PowerPoint. Si vous voulez essayer le jeu, si vous ne l'avez pas fait, il est sur Itch. En fait, il est sur le Itch de Rachel, là. Mais concrètement, c'est ça que je vous expliquais quand je parlais de timing. Puis différemment, c'est que c'est important de faire attention que votre jeu puis votre narration soient en fait protégés. Si vous voulez que les joueurs aient une expérience qui se suive et qui soit agréable, ben, puis que vous voulez leur montrer des moments de narration, il faut que vous vous arrangez dans le level design pour que ces éléments de narration-là soient montrés aux joueurs et vraiment, on peut dire, les imposer, entre guillemets, aux joueurs pour éviter qu'il y ait des moments où il fasse juste tout skipper, concrètement, puis éviter. Fait que là, c'est un truc qu'on trouve pas beaucoup dans des jeux plus professionnels ou d'autres qui ont eu le temps de se faire tester. Je veux dire, c'est pas un problème qui serait resté dans le jeu si on avait eu plus de temps de production pour le faire. Mais ça reste que le fait d'avoir pas protégé ça, ça a fait en sorte que la personne qui a testé notre jeu, on a pogné une personne qui a pas voulu prendre son temps pour tester puis explorer. Puis il a juste passé tout dans le jeu, puis ça a fait en sorte que le jeu faisait pas peur du tout parce que tous les screamers et tous les moments qui est de logique de la narration qui sont censés faire ressentir quelque chose aux joueurs pendant qu'ils explorent étaient gâchés. Tout ça pour une notion de timing. Fait que c'est vraiment, faites attention quand vous prévoyez vos niveaux. Là, tout à l'heure, je vais vous donner un script de niveau que vous allez faire. Comme prenez le temps de regarder puis de vous assurer que les lignes de dialogue que vous allez rencontrer, ben, vous avez le temps de les finir avant de rencontrer une autre ligne de dialogue. Il y a beaucoup moins de dialogue dans le scénario que je vais vous donner que qu'est-ce qu'on avait là-dedans, puis votre niveau sera sûrement plus grand. Fait que c'est pas un problème que vous devriez rencontrer facilement, mais prenez ça en compte. Puis aussi, ben là, il faut penser à différents éléments, dans le sens, ici, dans le terme de Game Jam, c'est pas nécessairement une erreur de level design, c'est peut-être aussi une erreur de narration. Comme j'avais dit, il y a différentes façons de produire un niveau puis d'inclure la narration. C'est soit on produit le niveau en premier, soit on produit le script en premier. Normalement, dans une pré-production de jeu, il y a du back and forth. Dans le sens que si on produit un niveau, le niveau est le fun, après ça, on introduit un script, puis le script est le fun aussi, mais il ne marche pas avec le niveau. Ben là, on peut décider, OK, est-ce qu'on change le level design pour fitter avec le script, ou on change le script pour fitter avec le level design. Fait que là, c'est que normalement du back and forth qu'on a beaucoup plus quand on travaille sur un projet professionnel. Mais dans ce cas-là, ben peut-être que plus que le level design était plus long à changer que le script, il aurait dû avoir une des lignes de dialogue qui était raccourcie ou coupée pour permettre de plus renforcer les autres qui allaient prendre plus d'importance, en fait, dans le level design. Là, la nouvelle chose que je vais vous parler, c'est le concept de dissonance. Plus précisément, la dissonance ludonarrative. Est-ce que, en fait, ben, la réponse est là.
mais la dissonance ludonarrative est un conflit entre le récit d'un jeu vidéo raconté à travers l'histoire et le récit raconté à travers le gameplay. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous jouez à un jeu vidéo, le jeu vidéo essaye de vous raconter une histoire. Que ce soit l'histoire de votre personnage, du monde dans lequel vous êtes. Et quand on raconte une histoire qui est bien construite, à l'intérieur de l'histoire, on a souvent une morale, on a un personnage qui a une personnalité, puis qui va faire des actions par rapport normalement à sa personnalité. Fait que là, si on a un personnage qui est vraiment violent, comme ben là, on se retrouve avec des situations où c'est normal que dans l'histoire, le personnage fasse des choses violentes. Au contraire, si on joue Gandhi, ben là, notre personnage, il est pas censé aller frapper quelqu'un dans la rue. T'sais. C'est le concept de dissension dans le sens où notre personnage est censé faire des choses qui fonctionnent par rapport à sa personnalité et par rapport à l'histoire. Mais on joue à un jeu vidéo. Et qui dit jeu vidéo, dit personnage contrôlé par un joueur. Joueur qui n'a pas nécessairement les mêmes morales ou les mêmes envies que le personnage principal. Et quand le jeu donne parfois soit trop de liberté au joueur ou ne fait pas attention à son histoire, mais on peut se retrouver avec des moments de dissonance ludonarrative. Un exemple de base qui est vraiment beaucoup utilisé, parce que je pense qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de critiques de jeux vidéo qui aimaient ça, utiliser le terme dissonance ludonarrative juste parce que c'était fancy à utiliser comme terme. Ben, on a eu un moment, en fait, où le nouveau jeu de Tomb Raider était sorti avec Lara Croft, et on avait cette scène-là ici à travers le jeu. Au début du jeu, Lara, en fait, son bateau crash, concrètement. Là, j'ai comme un blanc du vrai mot en français. Puis elle se retrouve sur l'île avec son arc. Puis elle a faim. Fait qu'elle n'a pas le choix, elle décide de tuer un animal. Puis on a une scène super émotive dans laquelle Lara Croft passe 4 minutes à genre vraiment dire « Je suis désolé, je ne voulais pas te tuer ». Puis là, elle prend sa flèche, que là, il ouvre le ventre, puis elle est vraiment « Oh mon Dieu, je pensais jamais avoir à faire ça de ma vie ». Et à peine 1 heure plus tard, elle se met à tuer tout le monde. Concrètement, c'est ça. C'est la dissonance ludonarrative. C'est le joueur est là pour jouer à un jeu d'action-aventure où il y a plein de personnes qui doit tuer sur son chemin pour avancer. Et au début, tu lui mets un personnage qui a normalement pas l'air d'avoir vraiment utilisé une arme de sa vie en dehors d'un arc, et aussi qui a de la misère à tuer un cerf. Et après ça, tu l'envoies tuer des centaines d'humains. Je pense qu'à travers le jeu, elle fait genre... Je pense que j'avais vu un graphique, elle fait genre 250 morts. Ou une affaire de même. Fait que c'est toutes des affaires de même dans le jeu qu'il faut faire attention. Là, je reviens là-dessus, c'est pas des choses qui gâchent la narration d'un jeu. Mais il y a quand même un risque associé à ça que je vais y revenir. Moi, concrètement, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je l'ai super aimé. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait une dissonance entre la narration et le gameplay quand j'y ai joué. Mais quand même, il y a des choses qui n'ont pas aidé, puis qu'il y a certains joueurs que ça peut accrocher. Genre, tout simplement, dans le jeu, à peine après avoir tué votre premier cerf, on peut acheter un skill avec un skill point qui nous donne des points supplémentaires quand on loot des corps d'animaux morts. Puis on se retrouve dans une zone avec d'autres cerfs. Ça veut dire qu'à partir du moment que les joueurs aiment ça, gagner de l'XP dans le jeu, tout de suite après la scène super émotive où Lara a de la misère à tuer un cerf puis elle veut pas le faire, mais elle a pas le choix parce qu'il faut qu'elle mange, souvent les joueurs, ils se mettent à tirer sur toutes les cerfs de la zone pour gagner de l'expérience. Fait que ça donne encore un moment où le joueur se sent détaché par rapport à l'histoire. C'est ça, en fait, le risque principal qu'on trouve dans ces jeux-là. C'est un détachement de l'histoire. Genre, votre jeu, s'il y a de la dissonance ludonarrative, c'est pas grave. Le jeu va être le fun pareil. Il n'y a pas de risque là-dessus. Puis les joueurs vont quand même le suivre. Mais il risque d'avoir un détachement, en fait, par rapport à votre storyline.
Euh, L'exemple, en fait, on retrouve beaucoup ça dans les jeux open world. J'ai décidé de sortir deux exemples différents qui ont réussi, un en fait qui a échoué en fait à éviter la dissonance narrative, qui est Fallout 4, puis un qui a réussi à la réduire pas mal, qui est The Witcher. Est-ce que tout le monde ici a joué à Fallout 4 et à The Witcher? Pour savoir. Juste Witcher pour moi. Juste Witcher? Ok. Oui. Ouais, juste Fallout pour moi. Et pas Witcher. Ok. Ouais, moi aussi, j'ai Fallout. Ok, c'est bon. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé des deux jeux pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans le premier cas, dans Fallout, en fait, on joue un personnage. En fait, je vais me sortir des petites images, ça va m'aider. C'est écrit déjà comme Fallout, c'est comme ça. Fallout 4. Fallout 4, en fait, c'est un jeu dans lequel on joue le survivant d'un abri. Dans l'univers de Fallout, pour ceux qui ont peut-être vu la série qui est sortie récemment ou qui ont déjà joué à un autre Fallout avant ou vu un let's play, qu'est-ce qui se passe, c'est que en gros, il y a une grosse guerre nucléaire qui éclate et plein de personnes se retrouvent à aller dans des abris souterrains qui ont été créés par une compagnie Voltec, c'est ça. Puis dans chacun des jeux, on joue une personne qui était dans un abri, puis là, il se passe quelque chose dans l'abri, puis ça nous force à sortir dans le monde extérieur. Dans notre cas, ici, on joue soit un homme ou une femme ici, et qu'est-ce qu'on a fait? C'est que nous, notre abri était en fait plein de pods cryogéniques. Fait que les personnes qui entraient en fait dans l'abri se faisaient mettre dans des pods cryogéniques et se faisaient endormir, où l'objectif, c'était apparemment de les réveiller quand la guerre nucléaire serait finie et la civilisation serait revenue. Fait qu'en fait, éviter toute la marde qu'il y a après la guerre nucléaire. Le personnage était enfermé dans une pod avec sa femme et son bébé. Fait que là, à un moment donné, au début du jeu, on a une cinématique où où on se réveille dans la pod, mais on y est toujours enfermé et on voit des personnes entrer à l'intérieur de l'abri et tuer notre femme et enlever notre enfant. Puis nous, on peut rien faire parce qu'on est enfermé à l'intérieur et ensuite on se fait rendormir à l'intérieur de la pod cryogénique. Alors ensuite, on ressort dans le monde extérieur et notre femme est morte et on a pour objectif de retrouver notre fils qui est quelque part à l'extérieur dans ce monde apocalyptique. Ça, c'est la narration de base de Fallout 4. Du côté de The Witcher, ici, on joue Geralt, qui est le personnage ici, qui est un Witcher, soit un chasseur de monstres, concrètement, dans cet univers-là. C'est un univers fantaisiste dans lequel il y a plusieurs créatures différentes qui y vivent. Certaines personnes ont comme travail d'être Witcher, soit des chasseurs de monstres, qui est un travail dangereux que peu de personnes peuvent faire parce que c'est seulement des personnes qui ont subi certaines mutations et qui ont été dans des écoles de Witcher sont assez forts pour réussir à combattre les monstres. Et dans l'objectif du jeu, c'est aussi similaire, c'est de retrouver notre enfant. Ciri n'est pas littéralement notre fille, mais c'est un peu comme notre fille adoptive. Et elle va disparaître dans le jeu et elle est pourchassée par ce qu'on appelle la chasse sauvage, qui est l'ennemi principal du jeu. Ils sont comme des cavaliers fantômes de glace, on peut dire. Et à travers le jeu, on va rencontrer plusieurs personnes et on va devoir explorer le monde fantaisiste pour réussir à retrouver des traces de notre fille adoptive. Fait que comme vous voyez, dans les deux cas, il y a deux en fait objectifs narratifs similaires. Dans les deux cas, on essaie de créer un attachement envers une personne à retrouver et on joue un personnage qui a pour objectif de retrouver cette personne. Alors, pourquoi Fallout a échoué et pour moi, Witcher a réussi? Eh bien, c'est parce que il y en a un qui fait tout simplement plus de sens dans sa narration que l'autre. Witcher, on est un chasseur de monstres. Fait quand on se met à explorer le monde et qu'on n'est pas constamment à la recherche de notre fille, c'est logique parce que là, on est dans un monde ouvert.
Fait que le personnage, lui, il va pas juste faire la quête principale du jeu. Tu sais, il va explorer des petits villages, il va aller se promener, faire d'autres quêtes secondaires pour des personnages. Mais à travers le jeu, on a quand même pour objectif principal de tout le temps retrouver notre fille. Et aussi, on est un chasseur de monstres. C'est notre travail de chasser les monstres. Fait que c'est normal que le joueur, c'est logique dans la narration, que le joueur fasse des quêtes secondaires où il va aller chasser des monstres parce que ça reste un travail, puis ben, il nous faut de l'argent pour continuer notre aventure. Du côté de Fallout, notre personnage sort de l'abri et décide de devenir un héros, ou de devenir le constructeur d'un village, ou de devenir a pour objectif de collecter toutes les armes. En fait, c'est qu'on passe d'un employé classique qui travaillait comme, je ne sais pas c'est quoi notre travail de base, mais on était peut-être genre employé de bureau. Et tout d'un coup, on se met à chasser des monstres, à sauver des villages, à faire des révolutions. Et tout ça, on laisse complètement de côté notre fils. Je vous dis là qu'il y a plein de personnes qui ont joué à Fallout, qui ont fait une centaine d'heures dans le jeu, puis qui sont jamais allés sauver leur fils. Parce que c'est complètement une mission secondaire dans le jeu, rendu là. C'est là la dissonance cognitive de l'histoire. Quand on est dans Fallout, je sors, je suis un père inquiet, je devrais faire tout pour retrouver mon fils à tout prix. Mais non, c'est un monde ouvert, fait que je peux faire tout le truc du monde, je peux rentrer dans l'armée, je peux faire tout. Je vous dis, il y a un mode construction dans le jeu, on peut construire un village au complet. T'sais. Puis pas aller sauver notre fils. Dans The Witcher, toutes les actions qui sont faites par le joueur, comme... oups, pas ça que je vais faire. Toutes les actions qui sont faites par le joueur, qu'ils soient chasser des monstres, explorer des villages, trouver des requêtes pour essayer d'avoir des informations, etc., sont toutes logiques par rapport au personnage. C'est ça qui évite un dissonnement, une dissonance ludonarrative. Fait en fait, votre jeu, il peut se permettre d'avoir des quêtes secondaires, mais il faut juste que vous vous assuriez que qu'est-ce que le personnage fait est logique par rapport à qu'est-ce que le joueur va faire dans son gameplay. Je donne un exemple simple, mais dans Doom, là, c'est normal que je sois un fou qui défonce tout sur mon passage. Parce que mon personnage est un fou qui défonce tout sur son passage. C'est tout simplement des logiques. C'est un travail qui demande plus de travail, en fait, au niveau de la narration, de s'assurer que la narration et le gameplay fit ensemble. Mais ça va vraiment vous permettre d'avoir un attachement de plus. Parce que moi, je voulais vraiment sauver Ciri. Je me sentais attaché envers Ciri quand je jouais au jeu. Et moi, mon fils, je m'en calissais, là. Dans Fallout, là. Vraiment, ça m'a fait réaliser ça par la suite. C'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples-là. Mais il y en a beaucoup d'autres, là. Fallout, ça reste un très bon jeu. Fait là, on a vu le principal, on a vu les deux problèmes principaux. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses là qu'il faut faire attention, ça c'est sûr. C'est les deux qui me sont venus à l'esprit quand j'ai fait, parce que c'était un truc important aussi que je devais faire dans Spirale à plusieurs moments. Genre, il faut que ce soit logique en qu'est-ce que les personnages sont en train de raconter puis qu'est-ce que les personnages sont en train de faire, tu sais. Fait que vous n'aurez pas tout le temps à faire des affaires aussi complexes que ça, là, surtout dans les prochaines années. Mais faites juste y penser quand vous allez créer vos prochains jeux. Et finalement, le dernier point qui est sûrement pour moi le plus important, c'est de faire ressentir ce que les personnages ressentent. C'est similaire, en fait, à la dissonance pseudo-narrative. C'est quand c'est bien réussi, c'est que l'objectif, c'est de vraiment mettre le joueur dans la peau du personnage. Quelques exemples. Dans Resident Evil Village, quand on commence le jeu, on se retrouve contre plein d'ennemis qui sont hyper dangereux, puis on a juste un gun avec pas beaucoup de balles. Notre personnage, actuellement, il a peur. Il sait pas, c'est quand que lui, il veut essayer de s'en sortir, il veut retrouver sa fille. Il y a vraiment beaucoup de jeux en ce moment, que je prends un exemple, on dirait que le but, c'est de retrouver son enfant, là. Mais en tout cas, il a peur que sa fille soit morte, il a peur que lui se fasse tuer, il est dans une situation effrayante.
et on veut faire ressentir la même chose aux joueurs. Mais les joueurs, eux, ils sont habitués de jouer à des jeux d'action. Ils ont joué à des jeux d'horreur avant. Fait que c'est important de les mettre dans des situations où ils vont pas se sentir détachés. Parce que si je vois tous les ennemis qui s'en viennent vers moi, le jeu devient comme Doom. Et je tire sur les ennemis, j'ai pas peur parce que je sais que, en tant que joueur, je ne peux pas me faire blesser. T'sais. Je peux pas ressentir la douleur que mon personnage ressent dans le jeu. Par contre, je peux avoir peur comme mon personnage si je me fais surprendre. Alors c'est pour ça qu'après nous avoir montré qu'il y avait des monstres dans le village, ben le jeu nous met ça ici. Il faut que je me rende à la maison là-bas, là-bas, puis il y a un beau champ où je vois pas à 3 mètres devant moi. Et je sais qu'il y a peut-être des créatures dedans. Et je sais que les créatures vont attendre à la dernière minute avant de me sauter dessus puis que je vais avoir peur. Et ça, moi, quand j'ai joué, moi, je suis quand même peureux de base quand je joue aux films d'horreur puis quand je joue à des jeux d'horreur. J'ai peur facilement. Mais ça reste que cette section-là, elle m'a marqué en level design parce que juste avant que j'explorais un village puis je pouvais voir loin devant moi s'il y avait une créature. Là, je sais d'avance que quand je vais rentrer là-dedans, je risque d'avoir peur parce qu'il y en a un qui va me sauter dessus. J'ai peur d'avoir peur, concrètement. Et ça, c'est quelque chose qui est bien réussi dans un jeu d'horreur parce que le but, ben, c'est de faire peur aux joueurs. On veut le mettre... C'est pas juste un jeu d'action, c'est un jeu d'horreur. Fait que ça, c'est un sentiment qui est bien représenté pour le joueur. Dans le script, il y avait un moment où je devais me rendre à la maison et le level designer s'est dit il faut que je renforce le côté effrayant. On est au début du jeu. Il faut que le joueur ressente des émotions fortes pour s'accrocher. Alors, je vais y mettre un défi émotionnel de passer à travers un moment qui va peut-être y faire peur. Ici, on prend un exemple. Pour ceux qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, quand on commence le jeu, Link est amnésique. Il connaît pas le monde qui est devant lui, il connaît pas le monde qu'il va rencontrer. Et au début du jeu, il est à l'intérieur d'un temple. Fait qu'il voit pas l'extérieur du monde. Et quand il sort, pour la première fois, on a une super cinématique avec un super point de vue qui nous montre tout le monde devant nous. Et on se retrouve dans le même état émotionnel que Link devait être à ce moment-là. Je suis émerveillé devant la grandeur et la beauté du monde que je vais avoir à explorer. Toutes ces zones-là, toutes les curiosités que le personnage Link devait ressentir à ce moment-là, le joueur le ressent aussi. Wow, il y a un gros volcan là-bas, je me demande c'est quoi qu'il peut avoir là. Oh, il y a l'air d'avoir un château au loin, c'est quoi ce château? Oh, il y a une forêt à côté, j'ai l'air d'être en haut d'une falaise, qu'est-ce qu'il peut avoir en bas? Tous ces moments-là que notre personnage ressent en ce moment, qui est de la curiosité, bien, on le fait ressentir aux joueurs aussi pour lui donner envie d'avancer. À plus petite échelle, quand je travaillais sur le script de la scène 6 de Spirale, il y avait un moment où Emily elle raconte à quel point elle aime le son des feuilles et du vent, en fait, dans la forêt qu'on rencontre à travers ça. Fait que moi, c'était vraiment important à ce moment-là de faire ressentir qu'est-ce que Emily ressentait aux joueurs. Fait que c'est pour ça que j'ai créé une section qui sortait du parc principal pour rentrer dans une zone qui était plus de la forêt. Parce que c'est comme ça, je voulais que le joueur, au moment où Emily allait parler de comment elle aime ça être dans la forêt, le joueur puisse avoir, quand le level art allait être fait, quand les sons allaient être ajoutés, puis quand on allait avoir tout ça mis ensemble, qu'on ait un moment où le joueur puisse ressentir qu'est-ce que Emily ressent et en fait utiliser ses propres souvenirs, de se rappeler quand on allait nous-mêmes se promener en forêt. Tu sais, quand vous fermez les yeux puis vous pensez aux randonnées que vous avez pu faire ou au moment où vous avez passé sur le bord de l'eau ou tranquillement dans un parc, le son des feuilles, le son des ruisseaux, etc. C'est toutes des émotions souvent qui sont communément en fait agréables pour les gens. Fait que dans le script, Emily ressentait ça et je savais que c'était quelque chose qui pouvait résonner avec beaucoup de personnes. Alors, j'ai voulu le faire ressentir aussi dans mon level design. Un autre exemple que j'ai déjà utilisé dans un autre cours et que je vais vous montrer plus précisément, c'est une scène dans God of War. Encore, pose une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas joué à God of War 4 ici?
Moi, j'ai pas joué. OK. Concrètement, dans cette scène-là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on était en train de chasser avec notre fils, Atreus, et tous mes exemples, c'est le moment où on doit retrouver des enfants. Genre, OK. Euh, J'avais pas réalisé ça. Notre fils Atreus est perdu. Et en fait, on se promène en forêt et on le perdu de vue. Puis on est vraiment inquiet parce qu'il y a plein de trucs émotionnels qui reviennent. On vient juste de perdre notre femme qui est morte. Elle nous a confié la protection de notre fils. Notre fils n'est pas très expérimenté et on est dans un monde qui est vraiment dangereux actuellement. Il y a des ours géants, il y a des dieux qui veulent notre mort, il y a un paquet d'affaires de même. Et maintenant, on se retrouve séparés. Puis là, si on était juste séparés normalement, ben, le joueur pourrait juste suivre le chemin pour essayer de retrouver le fils. Puis là, ben, ça serait juste une quête de, ben, suivre le chemin puis essayer de le retrouver. Fait que comment est-ce qu'on fait ressentir aux joueurs qu'est-ce que notre personnage, Kratos, ressent actuellement dans le fait qu'il recherche son fils? Ben, on rajoute du fog. Puis on met une situation avec de la musique d'action où on ne sait pas c'est par où qu'on est censé aller. Il y a plein de chemins différents. On peut appeler notre fils nous répond, etc. On ne sait pas par où exactement on est censé aller. Là, il y a deux chemins, c'est par où on essaye de se repérer par rapport à la voie pour essayer de le voir. On ne sait pas comment on va le retrouver. Est-ce qu'il est en danger actuellement? Est-ce qu'on va le retrouver mort à la fin? Là, on a vraiment... là, j'ai trouvé ce playthrough-là, mais pour vrai, il est vraiment lent pour chercher. Mais, puis là, à un moment donné, ben, en plus, on a la voix d'une personne qu'on connaît pas. Qui a l'air en colère. Atreus! Fait que là, on a tout ce moment-là où on est pressé. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on renforce ça par le fait d'être coincé, que c'est lent, on n'est pas loin, on doit arriver. Et là, boum. We didn't know he belonged to anyone. Ah, c'est déjà... je pensais que la vidéo était un peu plus longue que ça. Je vais repasser comme ça. We didn't know he belonged to anyone. This is gonna be my one and only. Fait que, bon, je vais passer la pause pour pouvoir retourner dans la vidéo. Mais, qu'est-ce que je vais vous montrer avec ça, c'est que c'est juste par du level design et par un fog. Lui, quand ce level designer-là, quand il a reçu le script, là, c'est sûr que c'était pas une zone qui a été faite pour le gameplay, le but de chercher. C'est pas le truc principal de God of War. Dans le script, il a dû avoir un moment où c'était écrit qu'il devait faire une zone où Kratos cherchait son fils de manière désespérée. Puis, en ajoutant le fog et en créant un genre de labyrinthe à travers la roche, ben, il a réussi à créer une situation où on arrive à faire ressentir un peu aux joueurs qu'est-ce que Kratos ressent, le fait d'être perdu, le fait de ne pas savoir où aller pour trouver son objectif. Et après ça, comme j'ai dit, ben, on essaie vraiment de représenter ça pour chaque petit moment, même dans la séquence cinématique qu'on a ici. Ben là, on veut vraiment montrer la panique de Kratos, puis ben, au lieu qu'il fasse juste courir et tomber sur son fils, on rajoute une petite zone où il est dans une petite craque, puis là, ça le ralentit encore et encore, puis là, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, on sait pas, puis là, finalement, soulagement. Notre fils est juste là devant nous, le fog a disparu, il a l'air d'être avec une femme qu'on sait pas c'est qui, mais il a pas l'air en danger directement, et on l'a retrouvé. C'est une espèce de soulagement. Fait que c'est ce genre d'événements-là qui rajoutent à votre niveau puis que vous pouvez adapter d'un script pour le rendre vraiment... en fait, renforcer le script avec votre level design. PowerPoint. Okay. Fait que finalement, je vous en ai déjà parlé un peu votre impact sur le script. Je voulais aller chercher une autre image, mais j'ai oublié de le faire finalement. J'ai réalisé ça pendant que je faisais le PowerPoint. Mais de la même manière que je vous ai déjà raconté que vous aviez un impact sur le level art par rapport à votre level design, votre level design peut aussi avoir un impact sur le script. Je donne un exemple. Une autre scène que j'ai faite, ça, je peux vous la montrer. Je pense qu'on va aller... pour que vous voir un exemple, on va aller voir dans mon portfolio. Parce que j'avais pu mettre quelques images de ça. On va aller sur ma page.
J'avais fait un moment donné, j'avais fait une scène qui était associée au Donjons et Dragons. Ça aussi, c'est une scène qui avait plusieurs trucs répétés, mais je pouvais moins vous en montrer de ça, malheureusement. Mais concrètement, dans la scène, il y avait déjà un script de base qui a été fait pour cette scène-là, puis c'était une partie de Donjons et Dragons. Fait que là, il y avait des choix que les personnages pouvaient faire à travers la scène, et différentes actions qu'ils pouvaient faire, des mécaniques qui avaient été mises, des combats qui avaient été prévus, puis moi, ben, j'ai pu comme designer ces combats-là, les intégrer, créer des nouveaux combats aussi. Mais aussi dans cette scène-là, ben, il y avait des moments où je trouvais qu'il manquait d'interaction. Alors, dans le level design, j'ai rajouté des éléments pour décorer, en fait, l'intérieur de ce donjon-là, de Donjons et Dragons. Et à mon grand plaisir personnel, ce donjon-là est un donjon sur la pizza. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est que j'ai voulu rajouter partout dans le donjon des petits éléments qui le représentaient. Fait que là, j'ai pas d'exemple comme ça, un truc que j'ai rajouté. Mais, par exemple, en image, mais dans une salle, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir une fontaine de sauce à pizza. Tu sais, de sauce tomate, concrètement. Tout simplement parce que je me suis dit, ben, dans les donjons, des fois, souterrains, on a des cours d'eau, etc. Puis au lieu que ce soit juste de l'eau, ben, vu que c'est un terme sur la pizza, ce serait drôle que ce soit une fontaine de sauce à pizza. Et quand le narrateur, en fait, l'écrivain a testé le niveau, ben, il a tellement aimé ça qu'elle a décidé de rajouter des lignes de dialogue par rapport à cette fontaine de sauce à pizza-là. Puis ça a été fait pour plusieurs petits éléments. Fait que là, concrètement, c'est que c'est juste une interaction supplémentaire que les joueurs peuvent interagir avec, mais c'est quelque chose qui n'était pas dans le script de base, qui a été rajouté par rapport au level design que j'ai fait. Fait que, un truc que je vais vous dire, c'est que oui, je vous ai dit au début qu'un script, ça vous rajoute des restrictions. Même si ça vous ajoute plusieurs bons côtés, tu sais, il reste que le point négatif principal, c'est que ça vous enlève de la liberté créative. Mais un truc important que je veux vous dire, c'est qu'un script, tant qu'un jeu n'est pas terminé, ce n'est pas quelque chose de final. Il y a toujours la possibilité de racheter des petites affaires, racheter des interactions drôles. La seule chose qui va impacter sur si oui ou non votre idée va être gardée, c'est si votre idée fonctionne dans le thème global du niveau et du jeu. Fait que, si jamais on vous demande de créer un niveau avec un script, n'hésitez pas à ajouter votre touche personnelle au script, à renforcer les idées de la même manière que j'ai rajouté les concepts des îles volantes, etc. pour la scène 6, ou que j'ai rajouté la fontaine d'Ursa Pizza à la scène 8. Ça peut être des grosses ou des petites affaires, mais vous avez quand même un énorme impact en tant que level designer sur autant le level art que le script. Fait que c'était plus court que d'habitude, mais c'était globalement la matière que j'avais à vous faire sur la narration puis l'intégration de la narration au jeu vidéo. J'aurais aimé ça vous montrer plus d'exemples parce que j'ai pu renforcer ça à travers plein de différents niveaux du jeu à travers le temps. Mais malheureusement, tous ces niveaux-là sont sur NDA, fait que peut-être qu'on aura l'occasion que je vous en reparle quand le jeu va être sorti. Surtout la scène 17, non, c'est la scène 15, que la narration a beaucoup impacté le level design et vice-versa. Et si jamais j'y pense quand le jeu sera sorti, j'aimerais ça vous montrer cette scène-là, qui, d'après moi, est un très bon exemple de comment on peut bien intégrer la narration à l'intérieur dans le level design puis le faire vraiment ressentir aux joueurs. Fait que, est-ce que, vu qu'il nous reste du temps, avant que je passe à la petite explication par rapport au devoir, est-ce que il y a des personnes qui auraient des questions par rapport à mon travail sur justement l'intégration de narration ou tout autre? Ouais. Moi, j'avais une petite question. C'est Vas-y. un peu hors sujet, mais je voulais savoir, parce que, tu sais, là, je comprends que tu fais du level design, mais tu dirais que, tu sais, combien de pourcentage c'est du level design, puis combien de pourcentage c'est de la prog? Parce que je me doute que tu en fais dans Unreal, tu sais, comme c'est quoi le ratio? Dans mon travail actuel, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est rendu dans la production. Là, en ce moment, je te dirais que je fais peut-être un 70% de prog, 80% de prog actuellement. Parce qu'on est en fin de Ok. projet. Fait que, mais quand j'ai commencé,
c'était plus un 70% de level design pour un 30% de prog. Tu sais. Ok, quand même. Mais c'est définitivement. En fait, c'est. Est-ce que y a certains d'entre vous qui ont déjà fait du web avant? Brièvement, là, pour Ok. moi. Ceux qui ont Ouais, fait. moi j'en ai fait pas mal. Ok, c'est ça, mais pour ceux qui en ont fait, vous savez qu'il y a la notion de front-end puis de back-end en programmation Mhm. pour le web. Le front-end, c'est la programmation, mettons qu'on est sur le site internet comme c'est ici. Le front-end, c'est toute la programmation des trucs qu'on voit comme ça pour l'interaction. Fait que mettons que je clique sur un bouton puis que ça m'amène sur une page, etc. Puis le back-end, c'est tout ce qui se passe en arrière-plan. Fait que mettons les connexions serveurs, etc. T'sais. Je vous dirais qu'en programmation, il y a une affaire similaire. Il y a la programmation front-end et la programmation back-end. La back-end, je considère que c'est toute la programmation des systèmes du jeu et des mécaniques. Et le front-end, c'est la connexion entre le joueur et ses mécaniques. Je vais vous donner un exemple simple. Mais quand on se promène dans le couloir ici, il y a un cadenas que vous voyez au fond là. Le joueur peut arriver et interagir avec le cadenas et lui faire un mini-jeu de crochetage pour ouvrir le cadenas. Je pense que j'ai un exemple du mini-jeu vers la fin, là, en tout cas une version early du mini-jeu. Ça a été amélioré depuis, mais je pense que c'est ça quand l'image va finir de charger. C'est ça ici. Un genre de petit labyrinthe dans un cadenas, comme ça. Toute la programmation du labyrinthe et du cadenas a été faite en back-end. C'est les programmeurs qui sont vraiment arrivés et qui ont dit « Ok, tu as besoin de ça dans ton niveau, on va le programmer. » Mais après ça, le cadenas qui était programmé, c'est moi qui l'ai mis dans la scène, puis qui a dit dans le code, OK, ben le joueur peut interagir avec des morceaux de code qui ont été faits, et quand il appuie sur E, ben ça interagit avec le cadenas, puis quand il a fini le cadenas, ça va lancer ça en narration. Fait que, il y a quand même beaucoup d'éléments de programmation que j'ajoute, mais c'est toute la programmation que je dis front-end qui est généralement plus simple. Fait que, par exemple, ça va être mettre des trigger box pour lancer la narration ou lancer une séquence à un certain moment, lancer un combat, mais c'est tout, en gros, mon travail, souvent, c'est beaucoup plus de prendre des morceaux de programmation plus grosses qui ont été faites et les assembler ensemble à l'intérieur du niveau avec des morceaux de code plus petits. Ok. Je vais te dire le truc poche qu'on entend tout le temps en conférence, mais ça dépend aussi de où est-ce que tu travailles. Ouais, ouais. Moi, je suis dans une compagnie indépendante, fait que je fais de la prog parce que je sais comment en faire, puis j'ai fait beaucoup plus de trucs de prog qu'un programmeur, qu'un level designer ferait normalement. Comme par exemple, c'est moi à certains moments qui est allé programmer des énigmes qu'on trouve à l'intérieur du donjon. Comme il y en a une un peu plus loin ici, je pense. Attends, c'est-tu là? Non, c'est celle-là, je pense. Ouais, celle-là. L'énigme, il y a une énigme ici où il faut mettre les leviers dans le bon ordre. Ben, c'est moi qui ai programmé les leviers qui allaient s'abaisser, se monter, etc. Puis qui est le bon ordre, le code pour ouvrir la porte pour passer à la suite, etc. J'en ai programmé des choses plus complexes, mais c'est parce que je suis dans une compagnie indépendante. Puis le fait que je sache programmer, ça me permet d'avoir plus de tâches puis de rester, entre guillemets, beaucoup plus utile à la production. Mais si, mettons, tu travailles dans une plus grosse compagnie, ça se peut que le level design, ben, ça soit vraiment juste le blocking. Ok. Mais ça reste que je te conseille, là, mettons, là, on va prendre Unreal, là, je te conseille d'apprendre les bases de programmation. Genre, là, je vous apprends à utiliser des outils de base que j'ai préprogrammés. Puis on n'est pas allé vraiment apprendre les level blueprint, puis tout. Mais c'est quelque chose que je vous conseille tout d'apprendre pour en avoir une base, puis c'est juste super utile. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ça peut être n'importe quoi, là. Ben, j'avais une petite question, mais qui n'est pas vraiment importante, là. Parce Mais que toute question est importante. je pense que tu avais dit que. Je pense que tu avais dit que vous aviez comme un écrivain qui s'était pas mal occupé de la narration. Mhm. Est-ce que vous avez aussi comme un designer narratif ou c'est vraiment comme l'écrivain qui veut Oui, tout s'occuper? on en a eu une designer narratrice, justement.
En gros, c'est que ça... Je suis pas un professionnel pour expliquer la job, là, mais je vais quand même essayer de vous expliquer ça le plus clair possible. OK. Je sais pas si ça va m'être utile, mais j'aime ça avoir un tableau blanc, fait que je vais sortir un Paint. OK. Fait que voilà. Et- Dans les jeux, on a deux éléments principaux. On a la narration, ici, que je fais un beau petit N dedans. Puis on a le gameplay, qui était plus au sens large, comme ça. Dans les éléments de gameplay qu'on a dans Spiral, on a les interactions, les mécaniques, après ça, ben, les autres trucs, character, etc., qui sont pas vraiment importants dans cet exemple-là. Puis dans la narration, ben, on a tous les éléments qui sont comme le script, le, les... En fait, on a aussi des interactions, journal, etc. Le designer narratif se place à peu près au milieu ici et va prendre un peu des jobs qu'on peut trouver dans les deux côtés. Comme ça ici, ben, les interactions qui sont là, les interactions qui sont là, ben, sont liées ensemble. Fait que qu'est-ce qu'on a, c'est que par exemple, je sais que certaines tâches qu'on avait pour le design narratif, c'est que nous, on a un journal que notre joueur rencontre au fur et à mesure. Et c'était elle qui écrivait qu'est-ce qu'on trouvait dans le journal. Comme par exemple, on avait dans Donjons et Dragons, on avait des fiches de créatures qu'on pouvait trouver qui donnaient des indices sur comment battre certaines créatures plus facilement. Comme par exemple, on a... Ben, en fait, je peux pas en parler ça parce que c'est sous NDA, mais admettons, on a un troll à m'emmener dans la scène 8 du jeu, c'est que je peux parler. Puis ben, on a une page de journal que tu peux trouver sur le troll qui dit qu'il faut pas que tu réveilles le troll, admettons. Ben, c'est elle qui a tout écrit les éléments de ça qui sont donnés aux joueurs. Alors que le script, en tant que tel, ça a été vraiment plus fait par le narrateur. Le script, c'est lui qui a vraiment fait toutes les lignes de dialogue du jeu, etc. Le design narratif, elle l'a aidé en faisant plein de petits éléments qu'on pouvait trouver à l'intérieur du jeu. Comme justement les bouts de journaux. Elle a aussi aidé beaucoup à faire de la traduction. Elle parlait français, je pense même qu'elle était française. Fait que c'est elle qui a fait de la traduction parce que notre narrateur parlait seulement anglais. Fait qu'elle, elle a fait la traduction anglais-français du jeu. Après ça, elle a fait d'autres choses, mais je te dirais que si ta question c'est à quel point elle a influé sur le level design du jeu, à ma connaissance, très peu. Je sais pas si ça Ok, répond à non, ta ben, c'est bon. question Ben, un peu, là, parce que c'est pas mon champ d'expertise principal, mais non, ben, c'est bien correct. Mais c'est plus genre, parce que je sais que souvent, tu sais, genre, quand t'es designer narratif, c'est pas toi qui fais l'histoire, c'est vraiment comme un écrivain à part. mhm, Puis je pense que ils s'occupent plus des interactions quand t'es designer narratif. En tout cas, je sais pas. mhm. J'imagine qu'ils vont nous l'expliquer plus dans les cours. Oui, j'espère. J'avais eu Vincent Valéry aussi, qui était designer narratif avec qui j'avais travaillé, puis qui était en troisième année, qui m'avait passé certaines choses, m'avait expliqué un peu le travail. Mais en fait, designer narratif va toucher beaucoup d'aspects qui ne sont pas nécessairement décrits complètement dans la narration. Fait que par exemple, admettons que le narrateur décrit un personnage, ben après ça, toi, en tant que designer narratif, ben tu vas définir ce personnage plus en profondeur. Euh, Définir certaines scènes. Après ça, en tant que designer narratif, si, mettons, tu es designer narratif et que tu touches aussi au level design, ben, tu vas passer beaucoup de temps à t'assurer que justement, comme j'ai dit, que le script est bien représenté dans le niveau. Tu sais, il faut pas Ouais. oublier que les écrivains, tu sais, souvent, ils ont très peu de notions d'un jeu vidéo en tant que tel, puis de gameplay, puis de programmation. Tu sais, c'est pas leur job, là. Eux, leur job, c'est d'écrire un bon texte. Tu sais. Fait que le designer narratif, lui, est aussi bon pour faire le pont un peu entre les deux, tu sais, puis réussir à prendre des éléments des scripts, puis les mettre plus comme des éléments de gameplay de niveau.
parfois, tu sais. Fait que, Ok. ouais. C'est cool. Parce que Merci. ça fait plaisir. Dan, est-ce que tu as ta question toi aussi? Non, C'est bon. malheureusement. C'est correct. C'est correct. Fait que, ben, si tout a été compris, j'espère que c'est quand même clair, vu que, pas la présentation, mais je pense que j'ai quand même dit les points principaux. Fait que là, je vais vous parler un peu de votre prochain travail. Je vais vous envoyer le devis d'ici demain maximum. Mais comme je l'ai raconté, j'ai fait un genre de script avec... qu'est-ce qu'il a dit? En fait, j'avais écrit directement dans Wendigo Lore ID de Hervé, que tu m'avais envoyé. Euh, concrètement, le script que vous allez avoir va se passer après le niveau de la chasse. Fait que là, j'ai décidé de réduire concrètement notre affaire. Puis là, vous venez faire le niveau village, qui était comme le premier niveau. Après ça, le joueur se retrouve, peut-être qu'il y a un autre niveau avant, mais il se retrouve par après au niveau de la chasse. Et si vous vous souvenez, l'objectif principal du niveau de la chasse, on avait fait au début, c'était de trouver une offrande avec la tête de cerf pour ensuite réussir à passer le gardien de la rivière pour réussir à se rendre de l'autre côté. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas défini les objectifs comme de quoi c'était quoi l'objectif, pourquoi on voulait se rendre de l'autre côté, etc. Fait que j'ai pris exemple de la majorité des trucs que vous m'aviez donnés et notre objectif est de retrouver notre jeune frère qui actuellement s'appelle Steven parce que j'avais pas d'autre idée. Et Steven est parti d'après ce que le chaman nous a dit, est parti dans le temple pour essayer de trouver une manière d'empêcher l'attaque des forces du mal. Mais notre frère est jeune et est un peu stupide et veut se prendre pour un héros, alors notre personnage principal veut essayer de le sauver, en fait, avant qu'il fasse une connerie. Puis il se tue par la même occasion, comme le reste de sa famille est morte. Alors, il va se rendre jusqu'au temple pour essayer de le sauver. Mais rendu au temple, retournement de situation, le chaman avait donné une mauvaise direction au joueur et c'était en fait le chaman qui avait enlevé le frère pour l'offrir en sacrifice au Wendigo afin de rétablir une tradition qui était là depuis longtemps où les gens du village sacrifiaient des personnes au Wendigo pour gagner la protection des Wendigo. Fait que je vous parlerai pas tout le script, mais concrètement, j'ai fait un script. Et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais m'enregistrer avec ma belle voix de doubleur et je vais vous faire des voice lines dans dans Unreal. Puis je vais aussi vous faire une zone de collision en outil. Puis cette zone de collision-là, vous allez l'utiliser pour réussir à placer les différentes voice lines à travers le niveau. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous avez un script beaucoup plus précis que qu'est-ce que vous avez dans les autres défis, où ça dit d'abord qu'on commence par un bord de rivière, après ça qu'on a une zone de discrétion. Ça vous impose même une mécanique par rapport au fait que maintenant on a des cristaux qu'on peut tirer avec l'arc pour les détruire, puis qu'on les détruit, ça nous permet de continuer à avancer plus loin dans le jeu. Ça, je fais toutes les affaires que je vais vous programmer, vous inquiétez pas. Et ça va faire des outils que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre niveau. Fait que là, votre défi pour ce devis-là, en fait, ça va être déjà de faire un niveau qui inclut toutes les choses qu'on avait vues précédemment dans la matière. Fait qu'avoir un bon guidage, réussir à introduire les ennemis aux joueurs puis donner les bonnes zones de surprise, de mettre les mécaniques de manière agréable pour le joueur, d'éviter de faire des zones trop grosses ou trop petites, etc. Et cette fois-là, vous allez devoir le faire en suivant le script et en suivant les différents moments de lore qui vont être imposés et en donnant des temps aux joueurs. Qu'est-ce que je m'attends à voir? C'est oui, du bon gameplay dans travers les zones du jeu, mais je m'attends aussi à essayer de ressentir qu'est-ce que le joueur peut ressentir à travers le script. Comme par exemple, j'ai mis un moment où le joueur rentre à l'intérieur du temple et surtout dans des petites cavernes où il trouve des anciens écriteaux qui parlent justement un peu, je me suis inspiré à ce que tu avais fait dans ta scène Kelly, mais qui parlent des Wendigo et il y a un moment de narration pour ça. Fait qu'on doit avoir un moment de temps mort où le joueur peut prendre le temps d'explorer. Et après ça, on fait dans la grotte avant de s'ouvrir à l'intérieur du temple qui est gigantesque. Pas gigantesque, mais qui est assez grand, qui est comme un mélange entre pierre mystique et forêt qui a poussé à l'intérieur, qui est ouvert au ciel. Fait que vous avez quand même des guidelines
sur qu'est-ce que je m'attends en termes de visuel. Mais après ça, c'est à vous de voir à quel point vous poussez ce visuel-là puis quel sens vous donnez au visuel pour qu'il marche avec le gameplay qu'il y a aussi dans cette zone-là. Fait que ça va être ça votre objectif principal. Comme je dis, comme d'habitude, je vais vous écrire un devis qui est plus précis puis tout par la suite. Mais vous allez pouvoir vous baser là-dessus pour faire votre niveau. Fait que comme je rappelle, le niveau devrait être terminé le 19. Le 29, moi, je ne serai pas disponible pour un cours parce que je vais être dans une zone où il n'y aura pas de réseau. Le 5, normalement, c'est correct, mais je vous reconfirme. Puis après ça, ben, on va reprendre, peu importe, on va reprendre les cours normaux. Fait que ça vous donne au moins une semaine pour avancer les choses un petit peu. Ben, en fait, 2 semaines, je veux dire, pour avancer vos choses, pour que le 5, potentiellement, vous ayez déjà une base à me présenter, un layout, un plan, peu importe, mais qui prenne en compte le script dans son ensemble. Juste pour vous donner des petits trucs, là, il y a moins de lignes de dialogue, fait que c'est pas trop compliqué. Mais moi, qu'est-ce que je vais bien faire dans Spiral, c'est que vu que c'est un script plus avec des personnages qui parlaient vraiment, plus de description, ben, j'aimerais bien séparer les différentes zones. Comme si je prévois, mettons, que toute cette zone-là se passe à une section, mais je peux mettre ça puis mettre ça en jaune. Et me dire, OK, ça, ben, ça va être genre à l'extérieur, juste avant qu'il rentre dans le temple, quelque chose de même, etc. Puis prévoir mes différentes zones. Fait que n'hésitez pas. De la même manière que des fois, on avait appris en level design qu'on pouvait faire des bubble diagrammes. C'est comme exemple, ça c'est la zone d'entrée. Après ça, là, il y a le temps principal. Après ça, il y a un petit couloir par là que je peux passer pour contourner, etc. Mais vous pouvez faire du bubble diagramme dans des textes avec de la couleur, des zones séparées pour essayer de recréer en fait, puis lier un bubble diagramme de votre texte avec votre plan que vous allez faire papier ou dans l'engin de jeu. Fait que, est-ce que, ouais, juste avant, ben, comme j'ai dit, je vais vous fournir les outils, puis je vous ferai aussi une petite vidéo, comme d'habitude, sur YouTube, qui va vous expliquer comment les outils fonctionnent. Puis aussi, comment dire, je vais aussi vous fournir le script papier, justement, pour que vous, dans un document Word, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire votre petit bubble diagram si jamais vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste un outil, moi, que personnellement, j'aime utiliser. Fait que, est-ce qu'on a des questions rapidement même sur le devis? Non? Tout a l'air correct? OK. Vous pouvez toujours m'écrire par Discord si jamais il y a un problème. Puis, dernière chose, je rappelle, c'est le dernier niveau que vous allez faire cet été. Fait que, des fois, on n'y pense pas, mais un bon blocking, puis parler des difficultés qu'on a eues dans le blocking, etc., c'est aussi un bon élément qu'on peut avoir dans son portfolio. Ou un petit truc que vous pouvez mettre sur le que vous pouvez mettre comme une petite représentation. J'ai fait quelques blockings et j'ai appris ça à travers les travaux que j'ai faits. Ça peut toujours être utile. Fait que donner un bon coup, tu sais, c'est le dernier de la gang comme niveau. Fait que si vous faites quelque chose de beau et de réussi, vous allez pouvoir peut-être même enregistrer une séquence de gameplay, surtout là qu'il va y avoir du doublage à l'intérieur et autres. Fait que n'hésitez pas à donner votre 110%. Fait que c'est pas mal ça pour le cours d'aujourd'hui.